Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour François. Allez, tu me fais un petit sourire avant de commencer l'interview ? Non, mais ça, c'est pas un sourire, il faut quand même que les gens entendent ton rire, quoi, parce que c'est contagieux, non ? Voilà. On pourrait pas commencer l'interview sans un fou rire. Oui, ça hein. c'est... Bon, ça fait quelque temps qu'on se connaît, tous les deux. C'est clair. Et ça fait plaisir de te retrouver. Je sais que tu défends une cause importante à tes yeux. Pour moi aussi, elle est tout aussi importante, et je pense sincèrement que le tourisme peut jouer un rôle, et toi, tu es à fond là-dedans. Tu peux nous dire qui tu es, quels sont tes engagements et qu'est-ce que tu fais ? Je suis Aurélie Oringo-Berthet. Je suis à la fois consultante en écotourisme animalier. Je suis surtout gérante d'une agence de voyage, mais qui a maintenant un tour opérateur, donc une production de voyage spécialisée justement dans l'écotourisme animalier surtout. C'est quoi exactement ton parcours professionnel dans le tourisme ? C'est un parcours très classique au début. Ouais. J'ai fait un BTS tourisme. J'ai toujours su que je voulais être dans le tourisme. Pourquoi le tourisme ? Parce que déjà, je suis née dans le golfe de Saint-Tropez. Donc là-bas, le tourisme, ça fait partie forcément du lieu. Et puis, j'ai toujours été très, à la fois sociable et à la fois pas trop. Enfin, en tout cas, très, très entourée. En tout cas, il y a toujours eu beaucoup de monde autour de moi dans ma vie. Donc c'est vrai que cette rencontre, voilà, ces échanges avec les autres personnes, ça fait partie de moi aussi. J'ai toujours adoré aussi les langues étrangères, l'anglais, l'italien. Après, j'ai fait un peu l'espagnol. Enfin voilà, c'est quelque chose où j'étais assez douée rapidement, et donc voilà, c'était une évidence pour moi d'aller dans le tourisme. Je n'ai pas trop posé de questions pour le coup. Et après avoir eu mon BTS, donc j'ai un petit peu tout fait dans le tourisme. J'ai travaillé en aéroport, puisque j'ai vécu 3 ans et demi en Guyane. J'ai été un petit peu guide aussi là-bas. Quand tu dis guide, guide naturaliste, guide On va pas aller touristique ? jusque-là, parce que guide naturaliste, il faut avoir beaucoup plus de connaissances, surtout que ce que j'avais à l'époque. Mais je faisais plus de l'accompagnement, on va dire. C'était plutôt de l'accompagnement pour des Japonais, par exemple, voilà, pour découvrir la Guyane. Et puis j'ai été professeure aussi de français histoire géo là-bas. J'ai repris mes études là-bas aussi. J'ai passé ma licence en manager écotouristique. J'ai travaillé donc à l'aéroport de Nice aussi, à la direction marketing. J'ai travaillé en agence de voyage, évidemment. J'ai travaillé en office de tourisme. J'ai tout fait. Sacrée expérience, je veux dire, dans des domaines divers du tourisme. C'est ça. Et là où je me suis le plus retrouvée finalement, enfin, je trouvais que c'est ce qui me correspondait le plus, parce que à la fin, je me suis un petit peu ennuyée après avoir vu tout ça. Je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais de moi à mon retour en France métropolitaine ? Et je me suis dit qu'en fait, déjà, ce qui était assez évident, c'est après cette licence, c'était que je voulais créer ma propre entreprise. Ça, c'était clair. Que j'étais pas faite pour être salariée. Mm-hmm. Que j'avais envie de mener ma barque toute seule, et surtout que l'agence de voyage, ça me correspondait bien. J'aimais bien parce que c'est un métier où on s'ennuie pas et je m'ennuie très vite. Donc j'aime pas les habitudes. T'aimes pas la routine, quoi. Je déteste la routine. Ouais. Donc ça me correspondait bien, on en apprend tous les jours. Donc j'ai créé mon agence de voyage il y a 13 ans. Je vois pas le temps passer. 13 ans, oui, c'est ça. Et ensuite, donc il y a 4 ans, pendant la Covid-19, comme beaucoup de gens, c'est un peu comme si j'avais reçu un coup de foudre sur la tête, mais vraiment, c'est très bizarre ce qui m'est arrivé. J'ai regardé Planète Safari, je regardais Perrine Cross-Marie, je lui fais un gros bisou parce qu'aujourd'hui c'est devenu une amie, et on travaille ensemble, et elle est archéologue. Enfin, allez voir son profil, elle est extraordinaire. Et là, j'ai un coup de cœur pour ce qu'elle fait, la manière dont elle le fait. Une journaliste qui parle des animaux en chuchotant pour pas les déranger, c'est quand même assez dingue. Et je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire, moi aussi, de recréer des voyages différents, des voyages où on prend d'abord en compte les animaux avant le reste. Surtout que ça faisait quand même beaucoup d'années où je me battais par rapport à des maltraitances que je voyais au quotidien dans les brochures de mes confrères.
Et donc, personne ne m'écoutait. Et je me suis dit que finalement, j'allais peut-être passer moins de temps à produire qu'à me battre. Et je parle bien de me battre pour rien, Moins finalement. de temps ou plus de temps? Je me suis dit que ça allait être plus facile, en tout cas, déjà pour être en phase avec moi-même. Et c'est vrai que là, c'était vraiment difficile parce qu'en fait, je cherchais le moins pire. Je regardais, je passais beaucoup de temps. Et surtout à l'époque, faut savoir, il y a eu beaucoup de choses quand même. Depuis la Covid, il y a eu des évolutions. Donc c'est vrai que c'était vraiment difficile et j'avais ce besoin de renouveau. C'était une évidence qu'il fallait que je fasse les choses autrement. Donc j'ai créé mon site internet pendant la Covid-19 de Voyage Sauvage. J'avais une idée, c'est comme si tout était tracé dans ma tête. C'était très bizarre. Je savais exactement là où je voulais en venir, de quelle manière, ce que je voulais faire, pas faire. J'étais juste en train de construire comme une araignée fait sa toile, quoi. J'étais vraiment là-dedans. T'étais complètement aligné, c'était ouais. clair. Tout était vraiment très clair. J'étais extrêmement heureuse, ce qui est assez bizarre parce que pendant la Covid, c'est vrai que on l'a tous vécu différemment. Moi, j'étais totalement alignée. Et, vraiment, je crois que je me suis jamais sentie aussi bien et aussi alignée de toute ma vie. Et ensuite, ça a été aussi une autre réflexion de me dire que, ok, même si moi, j'allais faire, j'espère en tout cas de mon mieux pour faire les choses bien par rapport aux animaux, j'avais envie de le partager. Cette réflexion, ces recherches de malheureusement toute la découverte de toutes les dérives qu'il existe à travers la planète sur les animaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais remarqué avant le Covid déjà? Oui, mais pas autant. Je ne savais pas qu'il y en avait autant après. Et quand tu dis que tu l'avais remarqué en vivant des expériences toi-même? Oui. Sur site, sur les destinations? Oui, beaucoup en voyage professionnel. Ouais. Beaucoup. Ouais. Un peu de tout. Du voyage personnel et c'est pour ça qu'il faut rester bienveillant et non jugeant parce qu'on a tous fait des bêtises et j'en ai fait et voilà tous les gens que je connais voilà avec une intention positive. Exactement, avec une intention positive. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de partager mes connaissances parce que j'aurais voulu qu'on le fasse pour moi à cette époque. Quand moi j'ai nagé avec les dauphins, j'aurais voulu qu'on me dise que en quoi c'était un problème, que finalement en fait ils étaient en captivité. Enfin, il y a une sorte de naïveté en fait qu'on a à ce moment-là. Et on se dit surtout que l'humain n'est pas capable quand même de faire des choses pareilles. Mais malheureusement aussi, pour l'argent bien sûr qu'il peut. Et donc on ouvre les yeux. Et une fois qu'on ouvre les yeux, on ne peut plus aller en arrière. Donc depuis, je n'ai fait que aller de l'avant. Et je me suis dit que ce partage, il devait passer par les formations. C'est pour ça que après, on s'est contacté avec Justine et que on a décidé de faire notre chemin ensemble. Il était évident que nous allions partager ce chemin en tant que consultante par rapport au bien-être animal pour partager encore une fois ces connaissances pour que plus personne ne dise je ne savais pas. Par rapport à ton expérience d'agence de voyage, quel est le rôle selon toi qu'une agence de voyage peut jouer aussi bien dans les voyages qu'elle vend, comme pour sensibiliser aussi ses clients, ou les diriger, ou les orienter de manière constructive, positive, intelligente? Déjà, c'est enlever ces blocages, parce que la première chose, et moi la première quand j'ai commencé, je pensais que j'allais perdre des clients. Je me suis dit, de toute façon, je pouvais pas revenir en arrière parce que je savais, encore une fois, donc j'avais pas le choix. Il était hors de question que je vende ce genre d'activité. Mais en même temps, je me suis dit, je me tire une balle dans le pied. Je ne pensais pas que j'allais faire de cette différence une force. Je pensais que j'allais devoir vivre avec. Et donc ça a été une belle surprise de voir qu'en fait, je n'ai fait qu'augmenter mon chiffre d'affaires depuis. Donc, c'est ce que je partage aussi lors des formations, c'est d'enlever les blocages parce qu'en fait, on a tout à y gagner et rien à y perdre. Et puis aussi d'être aligné avec des valeurs importantes, non? Totalement. Et c'est pour ça, en fait, comme on dit toujours lors des formations, c'est en fait en étant convaincu, on est convaincant. Je crois vraiment en ce que je fais, donc forcément on a envie de me suivre quand je propose quelque chose parce que je crois en la valeur de ce que je propose. Nos deux vraies valeurs ajoutées, comme tu dis, elles sont déjà de en effet par rapport à l'offre, qu'est-ce qu'on va proposer à nos voyageurs pour être en cohérence avec nos valeurs, pour proposer une alternative parce qu'on peut pas se contenter de juste dire non, je ne vous proposerai pas ça. Oui, quand on avait discuté la semaine dernière, et tu m'avais dit que tu avais un client fidèle depuis 10 ans. Il n'a pas pris ton voyage pour des questions financières. Et il y a une réalité qui est là aussi. Oui. Donc autant on peut être passionné à défendre une cause
Il y a aussi la réalité du quotidien et que ce n'est pas toujours accessible pour tout le monde. Et est-ce que ça, c'est un défi pour toi? Alors, ça dépend ce qu'on entend. En fait, c'est sur une problématique différente. Je dirais que sur la partie animalière, c'est-à-dire si on se contente, et c'est déjà, en fait, pour moi, c'est même le plus important déjà de renoncer à vendre des dérives d'activité donc sur les animaux. Là, pour moi, il n'y a pas de plus cher. On n'est pas beaucoup plus cher en vendant des choses respectueuses des animaux. Il y a des fois des différences, comme par exemple des camps d'éléphants, oui, qui vont coûter quelques dizaines d'euros et on n'est pas loin de 100 euros sur des vrais sanctuaires. Mais quand on peut expliquer, quand on sait expliquer à nos clients la différence, les clients nous disent, même s'il y avait 200 euros de plus, on le fera, enfin, voilà. Ou alors on ne fait pas. Au pire, on ne prend rien. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. La problématique, elle est plus que moi, je vais plus loin dans mon agence et donc c'est vrai que je ne vends pas, par exemple, je ne vends plus de croisières sur des gros paquebots. Et là, c'est vrai que c'est pas le même prix, en effet, sur d'autres types de croisiéristes. Donc ça dépend des types de voyages aussi. Exactement. C'est-à-dire que il est vrai que ça coûte moins cher de rester dans un hôtel en tout inclus ou sur un paquebot que de faire des activités, d'être dans le voyage plus que dans les vacances, justement. Et ça, c'est une réalité. Mais ça n'a rien à voir avec le choix d'une activité. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais bien faire la différence, parce que c'est quand même différent. C'est important, ouais, Oui. Après tous ces différents métiers que tu as fait dans le tourisme, dirigeante d'une agence de voyage, de ta propre agence de voyage, aujourd'hui, tu as décidé de lancer un tour opérateur animalier qui s'appelle Voyage Sauvage. C'est quoi le concept et c'est quoi sa mission? Le concept, c'est de proposer aux voyageurs ou aux agences, évidemment maintenant, en B2B, une offre en fait qui intègre le bien-être animal et le non-dérangement à 100%, sur 100% de notre offre. Je peux pas être plus claire. Aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui manquait et c'est là notre concept. Au-delà de ça, c'est même le respect de la nature, de l'environnement en général. On essaye de tout prendre en compte, de minimiser en gros notre impact négatif et surtout de proposer des activités à impact positif. Tu as parlé de non-dérangement, ça veut dire quoi exactement? Le non-dérangement, c'est là aussi, ça fait partie de notre empreinte, parce qu'on parle de plus en plus de notre empreinte carbone, mais en fait, moi, j'ai envie de parler de notre empreinte tout court, parce que ça peut être l'empreinte par notre présence, par le bruit, enfin, par tout ça. Donc tout ça, ça a des conséquences, et le non-dérangement, donc, c'est le fait d'intégrer dans son activité le fait de ne pas déranger les animaux, ou en tout cas d'essayer de les déranger, mais alors le minimum possible. C'est-à-dire les déranger parce qu'on est de passage? Mais qu'on les observe, donc de ne pas aller à leur contact, de les laisser venir à nous, de les respecter, de respecter aussi certaines règles qui sont imposées et qui sont nécessaires pour justement préserver ce côté sauvage. Parce que s'ils commencent à se familiariser avec nous, ça peut ouvrir de nouvelles actions qui peuvent être dangereuses aussi bien pour l'homme que pour les animaux. Et si on se familiarise trop, on peut penser qu'un lion peut être un gentil chat. Oui. Et les accidents arrivent. Oui, les accidents arrivent. Ça, c'est en effet un argument qui est très important qu'on donne à nos partenaires, justement, de bien dire, et à nos voyageurs en direct aussi, pour bien leur dire aussi qu'en effet, respecter un animal, c'est aussi se mettre soi-même et sa famille en sécurité. C'est évident. Imaginons, j'ai un chien qui a été très maltraité, qui a peur, qui mettrait son enfant à caresser ce chien-là, alors qu'il n'est déjà pas bien lui-même. C'est logique. En fait, c'est malheureusement ce qu'on fait subir aux animaux sauvages par le biais des activités tout le temps. Enfin, en tout cas, dans beaucoup d'endroits et très souvent. Oui. Et je les trouve très patients, ces animaux, avec nous. Très tolérants. Très tolérants, oui. Ah, ouais, plus que patients, tolérants. Oui, plus que patients, oui. Ah. Dis-moi, quelles sont les différentes activités de voyage sauvage? Ça se décline de quelle manière? C'est-à-dire que tu as le côté Théo. Oui. Donc tu vas construire des voyages qui prennent bien en compte le bien-être animal. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités autour pour accompagner les professionnels du tourisme, les agences de voyage, non seulement
vendre tes voyages, mais aussi à comprendre la valeur ajoutée de tes voyages. Ouais, c'est exactement ça, François. Tu as Bon, très bien c'est résumé. bon. Bon, l'interview est finie. Bonne journée, au revoir. En effet, c'est ça. On passe beaucoup de temps à créer notre propre production. C'est pour ça qu'on est loin encore d'avoir toutes les destinations. On met parfois 2 ans à créer, à se positionner sur une destination. Déjà, il faut trouver le bon partenaire. Alors ça, C'est du boulot. c'est beaucoup de travail déjà, parce qu'on a mis le curseur très haut. On ne travaille qu'avec des partenaires à destination qui eux-mêmes ont les mêmes valeurs que nous. Donc, comment tu fais ça? Parce que ces critères, ces indicateurs dont tu parles, comment tu les as fixés? Sur quelle base? Ah, c'est simple, on a pris, en fait, pour se trouver des solutions, il faut toujours partir du problème. Donc, on a pris toutes les dérives qui existaient et on a mis une grosse croix rouge dessus. Et on s'est dit, voilà, ça n'existera pas chez Voyage Sauvage, ni chez nous, ni chez nos partenaires. Et c'est comme ça qu'on construit à la fois notre offre et nos partenariats, nos collaborations. Ça diminue le sac de partenaires potentiels considérablement? Oh, considérablement, oui. Ouais. Oui, en effet. Mais pas sur la qualité, que sur la quantité, parce que derrière les partenaires avec qui on travaille, on a créé un partenariat assez fou, c'est-à-dire que c'est devenu des amis. C'est surtout beaucoup de personnes en fait qui ne travaillent qu'avec nous. On a pour la plupart des destinations des partenariats exclusifs. Ils ne veulent pas travailler avec d'autres professionnels. Ils travaillent majoritairement en B2C. Et ils ne travaillent pas du tout en B2B, même avec des agences. C'est-à-dire ni Théo ni agence normalement. Donc c'est vrai que derrière, on a créé un lien très fort. On se fait de la promotion mutuelle. Enfin, ça va très loin. Et là, ça rajoute encore une valeur ajoutée supplémentaire. Est-ce que tu trouves que le marché du tourisme animalier est en train d'évoluer? Et s'il évolue, est-ce qu'il évolue dans la bonne direction? Un peu des deux. En fait, pour la maltraitance pure, il y a 2 problématiques. Je dirais que pour la maltraitance pure, c'est-à-dire tout ce qui va se passer surtout en captivité, je dirais que ça diminue. Il y a une vraie prise de conscience sur notre marché. Attention, sur notre marché francophone. La réalité, c'est que sur le marché russe ou chinois, on est toujours au même point. Voire ça s'aggrave. Mais ça revient aussi au niveau de connaissance. Moi, je me souviens, toujours aux Maldives, où le corail, il n'avait aucune notion de ce que le corail était un être vivant et qui marchait dessus. Et donc, c'est aussi la notion de sensibiliser qui est extrêmement importante et d'utiliser ces vertus pédagogiques du tourisme pour élargir le point de vue et revenir au sens même, à l'essence même du voyage, qui est de s'ouvrir sur le monde et d'apprendre et de découvrir des choses. Cette sensibilisation dont tu parles, elle va être justement elle est plus que nécessaire pour parler de la 2e phase qui, elle, est en train malheureusement d'augmenter. C'est le dérangement, la surinteraction. Les gens ont besoin de se connecter avec la nature, mais malheureusement, ils pensent se connecter en touchant. On a besoin de... Est-ce que c'est juste lié à nos sens? Oui. Et que ça nous rassure? Voir, toucher, c'est vraiment le sens qui est le plus utilisé chez nous. Alors voir, jusque-là, tout va bien, parce qu'en effet, il n'y a pas de dérangement en observant, bien au contraire. Mais en touchant, oui. C'est la grosse différence entre un animal sauvage et un animal domestique. Et d'ailleurs, on entend souvent avec Justine des erreurs là-dessus. On confond les animaux domestiques et les animaux sauvages. Très souvent, on voit par exemple qu'on nous parle... que ça soit de dauphins ou donc d'éléphants, qui sont justement des animaux domestiques, parce qu'ils sont dans des endroits en captivité. C'est des animaux domestiques ou domestiqués? Eh non, c'est des animaux apprivoisés, c'est ça. Et c'est le terme qu'il faudrait employer. C'est-à-dire qu'on les a retirés de leur milieu naturel. Oui. Pour en faire une attraction touristique. Exactement. Mais c'est pas pour autant en fait qu'ils ont perdu leur instinct naturel, puisque il s'est pas passé des générations. Donc c'est la grosse différence qu'on fait. Enfin, pas que nous on fait, que les scientifiques font. Un éléphant restera toujours sauvage, un tigre restera toujours sauvage, un lion aussi, même si on le prend en laisse ou un guépard, voilà, comme dans les zoos de Dubaï, etc. pour après faire des selfies. Il n'empêche que ça reste des animaux sauvages et qu'ils n'ont rien à faire là. Est-ce que tu as pu observer de la détresse un peu dans ces animaux en captivité? Évidemment, oui.
Il y a des stéréotypies, donc tu sais, le fait de se balancer, ça c'est vraiment les premiers signes. Des signes de dépression, il y a des signes forcément aussi qui sont bien plus graves par rapport à des maladies, comme dans les delphinariums. Hein, c'est pas pour rien que là chez Marineland, il y a de plus en plus, enfin, voilà, que les orques meurent les uns après les autres. Mais là c'est médiatisé, mais il y en a plein d'autres. Donc oui, derrière il y a une espérance de vie qui est vraiment divisée de beaucoup. Et là où il faut pas se tromper, si je peux me permettre, vu que j'ai le micro pour en parler, c'est de parler justement de cette captivité des parcs animaliers. On a tendance à... c'est normal, hein, il faut le temps que le process se fasse. Aujourd'hui, beaucoup de parcs animaliers, les parcs animaliers en général, surtout enfin en France, disent qu'ils font de la conservation. Parce qu'ils vont donner de l'argent, en effet, à d'autres associations. Et c'est là tout le paradoxe de l'humain. On en parlait ensemble, François, le paradoxe de l'humain, c'est ça. On aime les animaux, mais on les mange. On aime les animaux, mais sauvages, mais on les touche. Et en fait, on pense les aimer, et des fois, en fait, c'est compliqué. Et pareil, quand on va dans un parc animalier, on nous dit, et on dit à nos enfants, aux écoles d'ailleurs aussi, c'est pour montrer à nos enfants, pour qu'ils prennent conscience de ce qu'est la nature, de ce qu'est un tigre ou un lion. Mais un tigre ou un lion en cage ne sera jamais le même qu'un lion ou un tigre dans son milieu naturel. Il n'a pas les mêmes comportements, il n'a pas la même physiologie, parce que par exemple, ils vont être plus nourris forcément en captivité. Ils vont développer au fur et à mesure des générations, en fait, comment je peux dire, des spécificités qui vont être différentes de leur espèce qui est en pleine nature. Donc en fait, on nous ment un petit peu beaucoup quand même. Et c'est le paradoxe, c'est-à-dire que c'est comme si on disait cet animal-là, et c'est souvent ce qu'on nous dit en France, cet animal-là, il est né voilà en Afrique, donc il a le droit de vivre libre, et on va tout faire pour qu'il soit libre. Donc on va donner beaucoup d'argent, etc. Mais par contre, voilà, l'autre, il est né au mauvais endroit, au mauvais moment, donc c'est pas très grave. On peut le sacrifier. Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est pourquoi, à ton avis, on a besoin d'avoir cette relation avec la nature, la biodiversité? Est-ce que c'est un manque que nous avons? Oui, parce qu'en fait, je crois qu'on s'est perdu. Parce que on est déconnecté. Et dans beaucoup de civilisations, en effet, le mot nature, c'est nous et la nature. C'est pas que la nature. Là, en fait, on l'a mise à part, ailleurs. Moi, je connais plein de personnes autour de moi qui ont peur quand ils sont dans la nature, en pleine campagne, etc. Moi, j'ai plus peur quand on met en ville, en pleine nuit. C'est là où enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est plus là, en effet, où il y a plus d'attaques Ouais, que si, voilà. Et j'entends beaucoup de personnes aussi, par exemple, avoir peur du loup. Le loup n'a jamais attaqué personne. Des fois, il y a eu dans les journaux, pour faire le buzz, des gros titres en disant le loup attaqué. Quand on lit en fait l'article, il a juste grogné. C'est quand même deux choses totalement différentes. Bien sûr. Comment tu vois, toi, l'évolution de l'écotourisme animalier? Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de partir 15 jours en Amérique du Nord dans un centre de recherche. C'était un voyage scientifique. J'avais payé pour et j'ai vécu une expérience incroyable où j'étais entouré de scientifiques. On a été observer en mer les orques et c'était quelque chose d'enrichissant, humainement, déjà parce qu'on partageait, on avait des chambrées, etc. et que c'était vraiment du basique, mais c'était de l'humain. Il y avait beaucoup de l'humain, beaucoup de relations à l'autre. C'était des échanges, des fous rires, de l'apprentissage. À l'époque, on développait nous-mêmes nos photos qu'on avait pris des orques. C'était une expérience fantastique. Est-ce que ce voyage scientifique, ces expériences incroyables, sont peut-être une route à prendre? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est en voie de développement? Est-ce que c'est une direction que tu prends, toi? Alors oui, c'est une direction aussi qu'on prend, mais je crois qu'il en faut pour tous les goûts. Je ne veux pas et je n'ai pas voulu me spécialiser comme par exemple les voyages ornithologiques, des voyages en effet scientifiques, des voyages pour des gens qui sont déjà finalement déjà aguerris, déjà sensibles. Oui. Ouais. Ça. C'est pas mal. Ouais. Et pour moi, notre principal objectif, c'est de sensibiliser les gens qui ne le sont pas aujourd'hui. Qui ne le sont pas. C'est ça qui est important. C'est pour ça aussi que je deviens tour opérateur, c'est-à-dire que le but, c'est justement de mettre à disposition
j'espère, de beaux produits. En tout cas, on a fait de notre mieux auprès d'agences de voyage, et aussi auprès d'un voyageur lambda en B2C. Tu peux donner justement des exemples de voyages que tu proposes? Oui, alors pour la partie scientifique, par exemple, on a un voyage d'éco-volontariat plongée avec Pamela Carzon, qui est en Polynésie française, donc à Rangiroa, et en fait, elle parle justement de la problématique des conséquences finalement de la surinteraction entre donc les hommes et les grands dauphins. Et donc, on va pouvoir l'écouter aussi au micro d'Expérientiel grâce à toi. Après, forcément, j'avais envie de donner aussi l'exemple, notamment, là, il y a plein de destinations, hein, mais j'avais envie de parler de l'Asie et de faire un focus sur la Thaïlande, où en effet, on va proposer que des sanctuaires ou alors en milieu naturel, mais où il y a toujours pareil, aucune interaction. La Laponie aussi, qui est une problématique et où on pense pas forcément aux animaux. S'il y a des destinations comme ça, en fait, on va être vraiment présent un petit peu partout, parce que des animaux, il y en a partout, finalement, quand on regarde. Et souvent, les agences me disent, ah, mais t'es un théo de niche, finalement. Je dis non, en fait, pas du tout. On est un théo tout court, parce que nous, c'est juste que 100% de notre offre garantit le bien-être animal et le non-dérangement, toujours pareil. Mais au-delà de ça, on est capable de tout proposer. Du moment que ça intègre bien sûr nos critères et nos valeurs, évidemment. Mais par exemple sur la Laponie, la problématique, ça va être sur le village du Père Noël, au-delà du surtourisme. Il y a des problématiques aussi vis-à-vis des animaux. Et là, on parle par contre d'animaux à la fois domestiques et sauvages. Et le Père Noël est un animal aussi à préserver. À préserver. Donc sur la Laponie aussi, on est présent. Sur le Mexique aussi, puisque pareil, il y a aussi beaucoup de faune marine là-bas. On développe aussi des voyages sur les traces. Donc sur les traces, on a sur les traces des jaguars justement au Mexique, et on a sur les traces des ours en France. Et le but, c'est justement de parler de la cohabitation et de ces animaux qu'on ne voit pas, mais on sait qu'ils sont là. On a sur les traces des loups aussi, donc dans le Var. Et en fait, même si on ne les voit pas, justement, montrer que le voyage peut être, et il est passionnant. On apprend plein de choses, même si on ne voit pas l'animal. Donc c'est encore, on est allé encore plus loin sur ce type de voyage, et ça plaît énormément aux familles surtout. Et ces voyages, dans la construction, tu vas sur place et tu vis l'expérience toi-même et tu parles avec les gens. Comment ça se passe? En effet, la création des offres, alors elle passe pas par le fait, en effet, qu'on aille sur place, parce que sinon notre empreinte carbone, et puis on aurait les coûts, l'empreinte carbone, et en plus, le temps que ça prend. Donc non. En fait, c'est une relation de confiance qu'on a justement avec nos partenaires à destination. Ils sont là pour ça. Eux-mêmes sont force de proposition, nous aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps à regarder par exemple des reportages sur Arte. C'est une mine d'informations essentielles sur par exemple sur France 5 aussi, il y a vraiment plein de choses, et des fois on déniche en fait des pépites d'excursion, souvent même en prenant des notes, en regardant ces reportages-là. Et donc on va créer souvent des activités qui n'existent pas ailleurs. Donc beaucoup de recherche. Beaucoup de recherche, mais en même temps, comme c'est de la passion, le temps ne se compte pas. Et c'est vrai qu'on est en co-création tout le temps avec donc nos partenaires à destination. Vraiment, comme justement nos valeurs, on est toujours dans l'accompagnement. Donc oui, on crée tout ensemble. Et le but, c'est justement d'avoir des exclusivités et de proposer des choses que les autres ne proposent pas, même si par contre, on est capable de tout proposer. Dirigeante, entrepreneur, qu'est-ce qui t'a poussé à recruter une petite jeune? C'est pas toujours évident parce qu'on doit leur apprendre beaucoup de choses. C'est pas toujours facile. On n'a pas toujours le temps non plus. On n'a pas toujours la patience. On a peut-être d'autres attentes. Comment toi tu fais? J'aime pas vraiment ce mot recruter, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont libres. J'aime cette liberté à la fois de moi et d'elle et d'eux, voilà, parce qu'on a quand même des messieurs aussi. On a Arnaud, et donc c'est vrai que en fait je trouve déjà par rapport à mon combat, c'est vrai que la vie a fait que je me retrouve beaucoup en elle et en eux. Je pense que c'est pour ça. La jeunesse m'attire, encore une fois, parce que j'aime pas les habitudes. J'ai besoin qu'on crée des nouvelles choses, qu'on fasse, qu'il y ait un renouveau. Les jeunes qui travaillent avec toi, qu'est-ce qui t'inspire? Déjà, ils m'inspirent l'espoir et la positivité.
Parce que c'est très dur quand tu commences à avoir notre âge de rester. Je suis beaucoup plus jeune que toi. De rester positif. Je suis jeune, moi, madame. Voyage sauvage, c'est aussi parce que je crois qu'avec le temps, je suis devenue quand même de plus en plus sauvage. J'aime pas la foule, j'aime pas la ville, j'aime pas, voilà, quand il y a trop de monde. Et en fait, je vais pas dire que j'aimais plus les gens, mais c'est vrai que quand même, ça commençait à devenir de plus en plus difficile. Et en fait, mon équipe, elle m'a aidée à réaimer les gens. Vraiment. C'est comme ça que je le ressens, à refaire confiance. Franchement, je les remercie tous les jours parce que voilà, ça fait. Ça me parle ce que tu dis parce que il y avait un moment dans ma vie où j'avais exactement le même sentiment. Je ressentais exactement la même chose que ce que tu viens de décrire. Et moi, c'est les baleines en Polynésie, à Bora Bora, qui m'ont justement reconnecté à l'essentiel, à qui j'étais, et m'ont permis ensuite d'avancer. Quel animal serait, selon toi, le meilleur ambassadeur pour promouvoir le tourisme responsable et pourquoi ? Je dirais, même si je ne suis pas trop du milieu marin, je ne suis pas à l'aise parce que je me suis noyée petite, il faudrait que je travaille là-dessus, mais je dirais que c'est la baleine. La baleine parce que en fait elle est une magnifique ambassadrice pour plusieurs raisons. Déjà en ce moment elle est d'actualité avec ce qui se passe avec Paul Watson évidemment et c'est tellement triste de voir en fait jusqu'où l'argent et le pouvoir va jusqu'à emprisonner non seulement un innocent mais au contraire un héros. Je trouve ça fou qu'on vive dans ce monde-là. J'ai un peu honte aussi quand même. Et ensuite il y a aussi tout ce que représente la baleine par sa liberté, par les problématiques aussi qu'il y a autour d'elle par rapport à ce dérangement. Je disais, ça c'est le défi de demain, justement, de ne plus la déranger, ou moins la déranger. Et puis aussi, surtout parce qu'elle, justement, elle séquestre le carbone, elle n'absorbe pas. Tout le monde parle des arbres. Et bien sûr que les arbres, comme tout le monde a son rôle à jouer, que ce soit tous les biotopes. Mais en fait, la baleine, elle va séquestrer du carbone, elle va le piéger. Et donc justement, si moi ça ne me parle pas, si on me parle de tonnes de CO2, en tout cas ce qui me parle c'est de sauver ces baleines pour sauver notre planète. Voilà, il y a Olivier Hamon que j'avais interviewé qui avait dit la priorité c'est de préserver la biodiversité. Si on focalise là-dessus, ça sera pas mal. Aurélien Barraud le dit très bien. Moi, j'adore, je le suis beaucoup. Et vraiment, je suis totalement d'accord avec ses paroles. C'est ça. Je pense qu'il faut sauver la biodiversité parce que derrière, c'est ce qui va sauver le climat. Tous le côté aussi anxiogène et dépressif que je vois chez les gens, etc. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien? On va en pleine nature. J'ai jamais vu quelqu'un revenir de la nature et être encore mal ou pire. C'est toujours en fait là qu'on va retrouver les solutions, comme si un peu les arbres nous parlaient et nous guidaient ou nous chuchotaient à l'oreille finalement la solution à notre problème, quoi. La jeunesse, les baleines, on finit quand même avec un beau public, non ? Oui, un magnifique public, inspirant. Inspirant. Bonne journée et merci beaucoup. Merci François. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.